le patron d'entreprise est une sorte de garde-chiourme qui indique la direction. Ses employés suivent ses prescriptions à la lettre. Figure paternaliste, autoritaire ou intouchable, le patron est au sommet d'une structure pyramidale coupée de ses employés. Au fil du temps, le patron de papa a changé de nom. Aujourd'hui, on l'appelle Chief Executive Officer et son système de direction, le management. On ne peut pas avoir une culture d'entreprise où les gens sont maltraités au quotidien et puis on leur offre des bons repas ou on leur offre un cours de gym pour quelque part compléter ou suppléer à tout ce travail de management qui n'est pas fait. Mais ma conviction, c'est que tout passe par le management. Un bon manager, c'est un jardinier, c'est quelqu'un qui plante une graine et puis après qui met tout en œuvre pour que sa graine elle puisse éclore et donner quelque chose de beau. Quand ce qu'on appelle le middle management n'est pas à la hauteur ou a été promu que sur des bases de compétences techniques et pas sur son savoir-être et pas sur sa capacité à emmener des gens avec lui, à ce moment-là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc on peut introduire des cours de boxe thaï, on peut introduire des régimes diététiques et tout ce qu'on veut, mais l'essentiel n'est pas là. Le management, c'est valoriser les différences, c'est savoir s'appuyer sur les autres. Il y a des très belles définitions du management. Ça serait l'idée que vous avez tellement bien développé les gens autour de vous que vous pouvez vous éclipser puis leur laisser la place. Ça serait le management idéal. Alors, bonjour à tous, bienvenue, une fois de plus, pour une expérience spécimen. Aujourd'hui, ce qu'on va vous proposer, c'est faire de l'origami. L'une des clés du bon management, c'est la qualité du feedback, c'est-à-dire du retour donné aux collaborateurs quant à la qualité du travail accompli. Cette fois-ci, le travail consiste à réaliser un oiseau en origami. Pas si simple. Pour commencer, nos spécimens suivent une demi-heure d'initiation à l'art du papier plié. Ça devrait être pas trop difficile, mais... Et vous allez faire exactement la même chose qu'on vient de faire maintenant. Donc je vous remontre, hein, mais vous faites... Il n'y a pas de différence. À peu près. Voilà. Vous n'avez pas encore fini? Plus ou moins. Je le prends. Regardez bien comment je fais. Ouais. Je le prends, je le mets un peu où je veux. Par exemple, là, en avant comme ça, c'est égal, il n'y a pas de... Et puis vous plier alors. Et après, vous appuyez, simplement pour que ce soit bien... Voilà. C'est bien, hein. Ouais. Super. Voilà. Et après, pour tester votre oiseau, vous le prenez comme ça et simplement, gentiment, vous tirez sur la queue. Gentiment. Notre consultant Samuel Bindaan est spécialiste du leadership. Nous allons tester 4 types de feedback avec 4 groupes de spécimens qui effectueront tous la même tâche. Seul le feedback va différer. Nos spécimens vont passer un à un. Dans chaque salle, une caméra témoin filme l'exercice dans sa durée, alors que notre équipe passe d'une salle à l'autre. Alors le but de cette expérience, c'était de montrer en fait comment, quand on est en train de faire un travail, l'environnement de travail, les conditions, le feedback qu'on reçoit peut influencer massivement notre motivation et notre performance. Il y a eu 4 manière de donner du feedback, des remarques aux gens qui ont travaillé. La première, qui est peut-être la plus cruelle, les gens, à chaque fois qu'ils ont fini leur travail, ont détruit leur travail sous leurs yeux, on déchire leur travail. Motivé pour continuer? Oui. Déchirer son origami a immédiatement démotivé notre spécimen. Non, pas spécialement. Merci. Les autres ont bravement tenu le coup, mais la qualité de l'origami est restée médiocre. La deuxième, c'est un feedback négatif. Imaginez un chef qui n'arrête pas de critiquer ce que vous faites, mais qui vous dit jamais qu'on sait bien. Ça, c'est la deuxième condition. Alors, au niveau des plis, il y en a beaucoup qui sont apparents, qui ne devraient pas être là. Alors, est-ce qu'ils volent? Non. Je dirais même qu'il a une aile handicapée. Au niveau de l'esthétique générale, c'est un peu imprécis. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête là? Est-ce que vous êtes motivé à continuer? Pas vraiment. On s'arrête là? Oui. Très bien. Dans la troisième condition, on n'a mis aucun feedback, donc les gens travaillaient tout seuls, mais ils avaient quand même l'opportunité de regarder leur travail fini s'accumuler devant eux. Le quatrième, c'est un feedback, comme il est conseillé de les faire, qui a comme objectif d'améliorer le travail, mais aussi de valoriser les personnes qui le font. Bravo!
Merci beaucoup, bravo, excellent. Ben voilà, alors déjà vous avez bien réussi à le faire d'un coup, ben, c'est nickel. C'est dommage que ce niveau de précision on ne le retrouve pas partout, par exemple ici. Il est vraiment joli, il est vraiment bien. Ouais. En tout cas, celui-là il est vraiment très très précis. Juste une question, est-ce que vous êtes motivé à en faire encore un? Oui, pourquoi pas. J'ai eu deux réactions. La première, c'est un peu excessif. Et puis ensuite, c'était plus... En même temps, c'est compréhensible. Je pense que c'était un test sur... ouais, peut-être de pression. Bon, moi, c'est quelque chose que j'essaye un peu de ne pas prendre sur ma personne. Vu l'encouragement, j'avais pas très envie d'en faire d'autres, en fait. Ouais. La symétrie est aléatoire. Oui, il m'a pas donné envie de continuer. Enfin, il m'a pas motivé à le faire. Il m'a plus poussé à renoncer qu'à continuer. J'étais plutôt même hésitant, mais je me suis dit, vu que j'aime bien quand même essayer de refaire bien les choses, ben, j'ai quand même dit que je pouvais faire le deuxième, mais j'étais pas trop motivé, non. J'en ai fait 4. Et les 4 ont été de mieux en mieux grâce à ces conseils. Donc c'est vrai que ça donne envie de continuer à en faire. J'ai loupé le premier, il m'a réexpliqué, encouragé pour le deuxième. Le deuxième s'est bien passé, puis le troisième c'était quasiment impeccable. Alors le résultat qu'on a eu est assez impressionnant. Les plus démotivés, évidemment, c'est ceux dont on détruit le travail sous les yeux, mais aussi ceux qui reçoivent du feedback systématiquement négatif. Si vous faites que de critiquer le travail de quelqu'un, c'est démotivant, ça donne pas envie d'aller plus loin. Donc ces deux catégories de personnes ont fait beaucoup moins d'oiseaux parce qu'ils n'étaient pas aussi motivés, ils n'avaient pas autant envie de poursuivre. Après, ceux qui ont eu le feedback neutre ont quand même fait un peu plus parce que même s'ils n'avaient pas de feedback, au moins ils voyaient le travail s'accumuler, on ne le cassait pas, donc ça donnait un certain sens au travail. Les gens qui ont eu un feedback positif ont fait 2 fois plus de travail que les gens qui ont fait un feedback négatif, qui ont eu un feedback professionnel, parce que c'est un feedback qui est orienté dans l'idée de donner du sens à la tâche, que les gens comprennent pourquoi ils font ce travail, qu'est-ce qui est important, et puis ils voient aussi la qualité de leur travail et puis les défauts de leur travail. Tout ça mis ensemble, ça motive et ça fait qu'ils en ont fait plus. Il y a très peu d'entreprises dans lesquelles je suis amené à faire du conseil où il y a des mécanismes de feedback réguliers qui sont mis en place. Parfois ça arrive, mais je demande à tout le monde, ceux qui nous écoutent, est-ce que vous, sur votre lieu de travail, vous avez chaque semaine un feedback, même petit, même très court, sur votre travail, un retour sur votre action, un retour sur votre contribution? En fait, on constate que ça se fait très peu. Il y a l'entretien annuel d'évaluation, mais qui en février se donne à fond parce qu'il se réjouit déjà en décembre son entretien annuel d'évaluation. Personne. Donc des feedbacks qualitatifs, bien faits, ça manque aujourd'hui. Ça existe, mais ça manque. Le besoin de reconnaissance, il est toujours là. Auparavant, on parlait d'un travail digne, on parlait de la dignité au travail, de la fierté au travail. Aujourd'hui, on parle de la reconnaissance au travail ou de la reconnaissance du travail. Le fait que l'on en parle, c'est significatif. Ça signifie qu'il y a un déficit de reconnaissance. Que quelque part, on attend de vous d'être la meilleure tous les jours, au maximum de vos capacités, être performant en permanence. Personne ne l'est, personne ne peut l'être. C'est épuisant. Et donc, je pense que la reconnaissance au travail, c'est parfois aussi un piège. Parfois, le management peut offrir la reconnaissance, mais c'est une reconnaissance tronquée ou une fausse reconnaissance. C'est quelque part pour obtenir de vous encore cet engagement. Hein, on vous promet une promotion, on vous promet une reconnaissance, mais qui est factice. C'est-à-dire que tout le monde ne va pas la recevoir, alors que tout le monde devrait la mériter. Hein, et forcément, les perdants se sentent lésés. Obtenir de la reconnaissance, c'est plus facile lorsqu'on trouve du sens à son travail. Sophia, avocate à Londres, a passé des années au cœur de la grosse machine capitaliste. Mais petit à petit, elle a ressenti un besoin grandissant de travailler autrement, de se rapprocher de sa nature profonde. Aujourd'hui, il est important pour elle de vivre dans une certaine cohérence en arrêtant de compartimenter sa vie professionnelle et personnelle. Notre rôle était limité à accompagner et aider des entreprises déjà très très grandes à devenir encore plus grandes. Et dans cette notion du plus grand, du plus, là effectivement, ma quête de sens n'avait plus sa place. Puis après, il est clair qu'après 7 ans
de ce travail quelque peu acharné, eh bien, on commence à se poser des questions. Ou tout du moins, moi, j'ai commencé à me poser quelques questions. Et là, j'ai réalisé en fait que si j'allais passer autant de temps au travail, parce qu'on y travaillait beaucoup, les week-ends inclus, etc., eh bien, j'avais envie de le faire avec une certaine notion de plaisir qui allait au-delà juste de l'ambition purement financière. Proche de la nature, avec la nature, c'était le besoin de Sophia. Depuis 8 ans, elle a développé avec son compagnon une gamme de jus de fruits, de l'authenticité, du terroir, une philosophie en bouteille. Automatiquement, on se met dans un mode de développement durable, dans un certain équilibre. Si on observe la nature, elle a cette capacité de se régénérer, elle a cette capacité d'être résiliente, et des attraits comme ça qui sont tout à fait étonnants et qui peuvent être incorporés dans une gestion de projet. Donc ça, très très important pour moi. Et puis le deuxième élément pour moi fort intéressant et nécessaire, c'est le lien humain. Pourquoi ? Parce que dans l'économie telle que moi je l'ai vécue, non seulement en tant qu'avocate, mais également en termes de citoyenne du monde, hein, je trouve qu'on est détaché souvent de l'humain. Mon plus grand souhait aujourd'hui est qu'Opaline puisse être économiquement viable dans cette quête de sens pour qu'elle puisse servir comme modèle à d'autres personnes qui souhaitent se lancer dans un projet avec cette même quête de sens. On pourrait analyser un projet non pas juste par son chiffre d'affaires et son bénéfice, mais également par d'autres paramètres qui font que ce projet est viable, qu'il a du sens. Alors jusqu'à présent très difficile parce qu'on est habitué à des fichiers Excel, à des business plans qui sont faciles à drafter, on fait des études entières là-dessus, économiques, et on l'a acquis. Maintenant, il faut travailler avec un autre outil complémentaire, se dire mais comment est-ce qu'on mesure le bonheur au travail ? Typiquement, on parle de plaisir et de bonheur au travail. Comment est-ce qu'on le mesure pour qu'on puisse aller trouver du financement dans une banque et que cette mesure puisse servir à lever des fonds ? Avant, il y avait pour moi deux mondes. Il y avait le monde du travail, avec un visage, une expression, une attitude. J'aimerais dire c'était la guerre, mais oui, il fallait se battre. Et puis il y avait mon monde privé. Donc quand je quittais le bureau, j'étais chez moi, je me sentais dans tout à fait une autre énergie. Aujourd'hui, la grande différence, c'est que c'est la même chose. Je quitte chez moi pour aller travailler ou je rentre à la maison, je suis la même personne. Donc ça a des désavantages, parce qu'on prend le travail à la maison et on prend... Mais c'était dans ma quête de sens un besoin d'être la même personne finalement. Que je sois au travail ou chez moi, j'avais envie de vivre le même rêve d'épanouissement, la même quête de la relation humaine, de trouver ce juste équilibre. Donc c'est plus qu'un monde. Voilà la grande différence. Le modèle traditionnel se fissure et laisse la place à des entreprises libérées de la hiérarchie ou harmonieuses, passant d'une structure pyramidale à une organisation plus horizontale. Ce qui change, la place de l'humain que l'on veut désormais au centre des rouages. Un travailleur heureux et respecté travaille mieux. La psychologie positive à l'aide du management, la collaboration plutôt que la compétition. C'est la révolution. Il y a des patrons qui ont mis en place un mode de fonctionnement interne à leur organisation où ils font pleinement confiance. Pleinement confiance, c'est-à-dire qu'ils enlèvent les pointeuses, c'est-à-dire où ils n'en mettent pas si ceux qui ont créé leur entreprise. Tous les systèmes de contrôle disparaissent. Alors on pourrait se dire oh là là, et alors il y a des fois des gens qui disent mais il faut surtout pas faire ça parce qu'ils vont vous filer entre les pattes, ils vont pas respecter. Et en fait c'est pas ce qui se passe. Regardez dans la vie courante, quand on vous fait confiance, quand on me fait confiance dans la vie en général, est-ce que ma première idée, ma première pensée, c'est de me dire ah je vais en profiter pour filouter? Ben non, la première idée qu'on a, c'est d'être digne, de respecter cette confiance. Différentes études ont montré que, en fait, ce qui marche, c'est la coopération. Pour moi, le premier critère, c'est d'abord le critère humain, c'est-à-dire la satisfaction, le bien-être des salariés. C'est ça qui, pour moi, est prioritaire. Eh bien, les gens sont plus heureux lorsqu'ils travaillent en coopération. Et, in fine, il y a aussi, évidemment, le critère, je dirais, économique, de rentabilité et
les gens, c'était le cas avant, ça sera encore de plus en plus le cas demain, c'est que le travail aujourd'hui se fait de plus en plus en collaboration. On a besoin des compétences, il y a des compétences diverses et variées au sein d'une équipe et on a besoin de l'association de tout le monde. Et ce que montrent toutes les études, c'est que le plus important, c'est les bonnes conditions relationnelles. Relationnel avec les collègues, donc j'ai envie de dire à l'horizontale, mais relationnel aussi et surtout avec le ou les supérieurs hiérarchiques. D'où l'importance d'un management que je qualifie d'humaniste, qui soit respectueux. Spécialiste en management, Isaac Getz, lui, s'est penché sur les entreprises qu'il appelle libérées. Ça remet en cause le rôle traditionnels de managers et de dirigeants qui sont fondés quand même sur l'autorité de dire à des gens comment travailler et les contrôler. Donc, cette notion du jardinier ou serviteur. Ce manager, plutôt que le matin réunir l'équipe et dire les gars, voilà ce qu'il y a à faire aujourd'hui, et puis vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, et puis voilà. Et moi, je surveille, il réunit l'équipe, voilà, on voit ce qu'il y a à faire, et il dit comment vous proposez de vous organiser, 1, et 2, comment moi je peux vous aider, de quoi vous avez besoin, comme cette fleur-là, pour donner le meilleur de vous-même. Voilà. Ce qu'on sait très bien, d'ailleurs, ce qui est un bon coach dans une équipe, par exemple, de sport collectif. Parce que si le gars, il doit créer à chaque instant, au footballeur, passe à droite, passe à gauche, et puis chaque 2 minutes te dire comment on organise ce schéma de jeu, au football, c'est pas ça. Hein. Un grand coach, Ferguson, il n'était même pas assis sur le banc, il était assis sur les gradins quand son équipe jouait 90 minutes. Plus coach que patron au milieu de son équipe. Le nom de son entreprise est la contraction de Loyal et compagnie. Loyauté, coopération et liberté, c'est le credo de Christophe. Sa boîte offre une palette de services en gestion externalisée. Je sors d'une formation d'économiste, donc d'HEC à Lausanne, dans laquelle on nous a bien appris ce qui était important pour diriger, c'est-à-dire des objectifs clairs, c'est-à-dire des organisations pyramidales en fait, dans laquelle le top management peut en fait contrôler ce qui se fait en dessous. Et tout ça, c'est vrai que je l'ai vu fonctionner. J'ai vu également, et on a vu ce que le management traditionnel avait fait à notre monde aujourd'hui, qui souffre de nouveau de ce capitalisme un petit peu sauvage, dans lequel les gens se sentent plus inclus et même exclus. Et lorsqu'on a créé l'OICO, on s'est dit on veut le faire différemment. Alors pour moi, il y a eu 2 événements qui ont fait que j'ai cette sensibilité particulière. D'abord, j'ai toujours été hyper impliqué dans l'associatif. C'est que dans l'associatif, je suis président de plusieurs organisations. Si vous voulez que les gens crochent à votre projet, il faut d'abord qu'ils sont impliqués dans ce projet, qu'ils y voient un sens. Le deuxième axe, c'est que j'étais patron d'une organisation jusqu'en 2013, qui était rachetée par un grand groupe international. Puis j'ai vu ce que ça faisait, en l'occurrence sur les gens, le fait que du jour au lendemain, on ait des évolutions de management sans que les gens comprennent pourquoi, qu'on ait des objectifs qui changent, qu'on ait toute une notion de valeur qui se perde parce qu'on perd le lien avec la base, avec le collectif. Et ça, j'avais pas envie de potentiellement le revivre dans une organisation qui allait croître. C'est ce qu'on avait fait l'année dernière, toi. Et puis la même chose, c'est juste. On ne peut pas se passer de guidelines, d'objectifs. On a une espèce de fil rouge qu'on définit pour être sûr qu'on va tous dans la même direction. Par contre, on ne va pas mettre des ratings, on ne va pas sanctionner les gens qui ne sont pas dans l'objectif, on ne va pas faire de lien entre le salaire et les objectifs. D'accord ? Par contre, on a un fil rouge. Et ce fil rouge, il faut le définir. Par contre, est-ce qu'il est logique qu'il soit défini tout seul dans le cadre d'une direction, ou est-ce que c'est plus logique de le définir collectivement et du coup, à un moment donné, on va avoir des gens qui ont co-défini leurs objectifs, leur vision, leur stratégie, donc qui vont être beaucoup plus enclins à vouloir la suivre aussi. Donc je dirais, on doit avoir une structure pour ne pas se marcher sur les pieds, on doit avoir une ligne stratégique pour ne pas partir tous dans la mauvaise direction. Par contre, tout ça peut être co-construit, co-créé et avec les gens. Alors, il faut qu'on voit les visages, tu vois. Ouais, à voir. On a des jeunes générations qui débarquent aujourd'hui. Ces générations, elles n'ont pas de respect pour la hiérarchie parce qu'elles attendent que leur hiérarchie d'abord leur amène quelque chose avant d'être contributeurs. Les nouvelles générations sont connectées, sont en réseau, donc n'ont pas l'habitude qu'on leur cache une partie de l'information. Elles veulent avoir toute l'information, elles veulent décider par elles-mêmes, elles veulent prendre les choses en main. Ces nouvelles générations qu'on appelle souvent des feignants ne sont pas du tout. C'est des gens qui justement veulent prendre les choses en main, mais pour des choses qui font du sens. Et ça, je l'ai senti. J'ai senti que cette nouvelle génération n'était plus simplement en adéquation avec les organisations dans lesquelles elle rentrait.